Il existe en France, dans la version française, un outil qui s'appelle l'Observatoire des sources, donc qui recense toutes les sources de presse et qui dit qu'en fait, en gros, pour la faire courte, que toutes les sources qui sont à droite du Figaro sont des sources d'extrême droite, donc ça vaut pour Valeurs Actuelles, ça vaut pour le Journal du Dimanche, ça vaut pour Causeur, ça vaut pour ce genre de médias. Et il considère qu'en revanche, les sources de gauche ou d'extrême gauche, de gauche radicale, je pense à Arrêt sur Image, à Politis, à Street Press, Blast. Et on prend un autre exemple dans le livre, c'est celui de Reporter, qui est un site écologiste très très activiste, à gauche, activiste, militant. Et Reporter, c'est un média dont on peut quand même douter des méthodes journalistiques, mais qui est considéré comme un site journalistique fiable et sérieux sur l'Observatoire des sources. Dès qu'une personnalité est jugée trop à droite, elle sera extrêmement critiquée, ou en tout cas, il n'y aura aucune précaution sémantique. En revanche, quand elle est à gauche, là pour le coup, Salomé Saké, journaliste engagé à gauche. Bien sûr, ouais. On ne rentre pas dans le détail. Victor Lefebvre, bonjour. Bonjour Antoine, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté. Tu es journaliste et tu as écrit ce livre enquête, La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre, un travail coécrit avec Michel Sandrin, qui lui a été un ancien contributeur de Wikipédia et qui a été banni après 15 ans de travail. Donc on apprend dans ton enquête que derrière le cycle encyclopédique se cache une communauté de Wikipédiens qui se battent d'arrache-pied pour imposer une certaine vérité, parfois contestable. Il y a des querelles éditoriales sur des forums qui sont censés être réglés de manière démocratique. Démocratie qui, spoiler, n'existe pas, c'est écrit dans le livre. Est-ce que c'est bien résumé? Oui, c'est parfaitement résumé. Qu'est-ce qui t'a poussé à mener cette enquête? Alors, ce qui nous a poussé à mener cette enquête avec donc Michel Sandrin, mon co-auteur, c'est d'abord le fait que Michel lui-même a été bloqué de Wikipédia, donc il a contribué pendant une quinzaine d'années, son compte est aujourd'hui bloqué, il ne peut plus contribuer à Wikipédia. L'une des raisons qui ont conduit à ce blocage, c'est le fait qu'il est justement alerté dans la presse, dans les colonnes du Point, de Marianne, du Figaro, sur la montée du militantisme, d'ailleurs tous bords confondus, même si ça penche plutôt à gauche, il faut être honnête. Et il y a aussi le fait que depuis quelques mois, quelques années, il y a eu différentes enquêtes qui ont été publiées sur Wikipédia, là encore dans le Figaro, dans le Point, dans Marianne, qui ont montré justement la montée de l'idéologie de gauche et d'extrême gauche sur Wikipédia. Et on s'est rendu compte que certains journalistes, c'est-à-dire non pas le média, mais même le journaliste lui-même, étaient devenus persona non grata sur Wikipédia. C'est-à-dire que pour des journalistes comme Paul Sugy, par exemple, pour Samuel Piquet de Marianne, pour Erwan Seznec du Point aussi, ça on l'a vu récemment, il y a eu une polémique qui a opposé le Point à Wikipédia, on s'est aperçu que le journaliste lui-même était visé. Donc il y a aujourd'hui une querelle quasiment ad hominem entre certains journalistes et Wikipédia, et on s'est demandé si véritablement il y avait des problèmes, comme on le lisait parfois dans la presse, et on a essayé d'enquêter. C'est aussi d'abord une enquête de vulgarisation, on essaie de comprendre comment fonctionne Wikipédia, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi certains biais effectivement idéologiques. Il y a des événements politiques en particulier où tu as eu l'impression que le biais politique éditorial de Wikipédia ressortait. Par exemple, je me rappelle de la dernière élection présidentielle, il y avait une bataille par exemple sur la fiche bio d'Éric Zemmour pour savoir si oui ou non il était d'extrême droite, etc. Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont mis la puce à l'oreille? Ouais, alors ça c'est un bon exemple. La page d'Éric Zemmour, elle était l'objet quasiment d'une guerre d'édition. Donc une guerre d'édition sur Wikipédia, c'est quand il y a différents contributeurs qui s'opposent et qui vont modifier les modifications d'un autre contributeur. Et il y a eu une cellule qui a été organisée par Samuel Lafont, donc, qui était le responsable de la cellule com d'Éric Zemmour, qui a créé ce qu'un journaliste a appelé Wikizedia, c'est-à-dire il y avait une cellule dédiée à la page Wikipédia d'Éric Zemmour et aussi à d'autres pages aussi qui étaient liées aux thématiques qui étaient abordées par Éric Zemmour. Je pense à la guerre d'Algérie aussi, il y avait la page du maréchal Pétain qui était concernée. Et donc ils ont recruté en fait un contributeur de Wikipédia qui était le 64e contributeur le plus important de Wikipédia francophone, qui s'appelle Chip, qui avait des centaines de milliers de contributions, qui n'était pas du tout identifié comme un contributeur de droite ou d'extrême droite, qui était plutôt neutre, plutôt apprécié. Et ce contributeur, parce que pour modifier une page aussi consultée que celle d'Éric Zemmour, il faut avoir un peu d'expérience et être considéré comme un contributeur important, digne d'être écouté et influent dans les pages de discussion. Et effectivement, ce contributeur avait réussi à faire des modifications. Vincent Bresson, le journaliste qui a enquêté donc, dans ce livre Au cœur du Z, s'en est aperçu, et ensuite le contributeur Chip a été banni. Donc c'était pour le coup une tentative d'entrisme, il faut bien le dire, qui venait plutôt de la droite zemmourienne. Et je pense qu'il faut aussi le dire quand ça vient de la droite, que c'était pas tout à fait honnête de leur part de le faire avec des comptes, ce qu'on appelle des comptes phonés pour faire ces modifications-là. Ça reste un événement isolé. Alors on entend certains critiques, certains commentaires en disant Wikipédia n'est pas d'extrême gauche. La preuve avec la polémique sur Éric Zemmour et Wikizedia. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres cas
que celui d'Éric Zemmour, c'était très circonstancié, ça n'a pas duré super longtemps. C'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut le dire quand il y a eu une tentative d'entrisme de la part de cette droite-là. Mais ça reste un cas isolé, ça ne veut pas dire pour autant que voilà, tout se vaut sur Wikipédia. Vous utilisez Wikipédia, mais vous vous méfiez de la fiabilité du contenu. Je vous recommande donc évidemment le livre de Victor Lefebvre que vous êtes en train d'écouter, mais je vous recommande également le travail de notre partenaire du jour, l'Observatoire du journalisme. Cette association française fait un travail de réinformation colossal que vous pouvez retrouver sur le lien en description et propose de nombreuses notes, de nombreuses études sur le traitement de l'actualité des médias nationaux et internationaux. Un dossier sur Wikipédia est accessible pour découvrir en détail le biais idéologique de cette encyclopédie en ligne, alors surtout, n'hésitez pas. Oui, alors que de l'autre côté de l'échiquier, on va rentrer directement dans le sujet, puisque tu t'écris que sur Wikipédia, la gauche a plutôt bonne presse. Ouais. Alors, on va prendre un exemple concret en comparant la bio de Jean-Michel Apathy, dont tu parles dans le livre, et celle d'Eugénie Bastier. Alors, Jean-Michel Apathy, il travaille principalement sur la radio d'RTL, tout en étant chroniqueur politique dans le Grand Journal, donc là il retrace sa carrière. Il est ensuite employé successivement pour les radios Europe 1, France Info. En 2019, il arrive à LCI comme éditorialiste dans la matinale de la chaîne d'information. C'est la première ligne, tout est vrai. Tout est factuel. Eugénie Bastier, elle commence sa carrière sous le parrainage d'Elisabeth Lévy et de Natacha Polony, notamment dans le média d'opinion de droite Le Figaro Vox. Elle est perçue dès ses débuts comme un des nouveaux visages de la droite réactionnaire, voire de l'extrême droite, notamment par ses positions conservatrices et critiques vis-à-vis du féminisme. Qu'est-ce que ça dit, ce genre de deux poids de mesure ? C'est un cas qui est totalement symptomatique des dérives de Wikipédia, c'est peut-être le meilleur exemple. Il y en a d'autres, d'ailleurs, on en cite d'autres dans le livre. Il y a Sonia Mabrouk aussi, qui est considérée non pas comme une journaliste, mais comme une animatrice d'extrême droite tendance identitaire, donc il n'y a aucun recul sur ces mentions-là. Un autre exemple à gauche, alors Jean-Michel Apathy, c'est un bon exemple parce que lui s'auto-revendique comme étant quelqu'un d'engagé. Voilà, d'engagé, même de woke, il le dit sur un ton un peu second degré, mais il l'assume. Il y a une de ses prises de position qui est assez controversée. Il est plutôt hostile au suffrage universel. Il le dit de manière, il le revendique ouvertement. Il l'a dit encore sur le plateau de Quotidien il y a quelques mois, en février dernier, je crois. Et il se trouve que d'ailleurs, dans Valeurs Actuelles, un de vos journalistes avait rappelé, dans un portrait consacré à Jean-Michel Apathy, qu'il était hostile au suffrage universel. Mais comme Valeurs Actuelles n'est pas considérée comme une source fiable sur Wikipédia en raison de sa couleur politique, qui penche plutôt à droite, qui est plutôt conservatrice, eh bien cette mention n'a jamais été évoquée, et donc elle n'apparaît pas sur la page de Jean-Michel Apathy. Et en revanche, Eugénie Bastier, autre exemple que vous prenez, c'est même pire que ça, puisqu'il est question sur sa page de ses accointances supposées avec l'Action française. Il dit qu'elle est proche de l'Action française. Et là, si on regarde la source, parce que tout repose sur les sources sur Wikipédia, on s'aperçoit que c'est un portrait de Street Press d'il y a quelques années, qui dit, selon certaines sources, on n'en sait pas plus, secret des sources oblige, Eugénie Bastier est proche de l'Action française. Mais comme Street Press est une source pour le coup fiable, il n'y a aucun moyen pour Eugénie Bastier de supprimer cette mention, c'est une source secondaire fiable, donc il n'y a rien à faire. Autre exemple, j'en prends juste un dernier qui est intéressant, c'est celui de la militante et décoloniale Ouria Boutelja, qui a tenu, c'est encore une fois, elle ne fait pas grand mystère de ses prises de position. Dans un livre, elle a carrément pris des prises de position antisémites, homophobes également, et il est question de ses prises de position sur sa page Wikipédia, mais c'est tourné de manière à ce que ce soit ses opposants qui disent qu'elle est accusée de ça. C'est-à-dire, il est dit, Ouria Boutelja est accusée par ses détracteurs d'avoir des prises de position antisémites. Et on voit que pour les personnalités de droite, il n'y a pas du tout ces précautions sémantiques qui sont prises, donc c'est vraiment le cœur du problème sur Wikipédia. Alors avant d'aller dans le détail du fonctionnement de Wikipédia pour qu'on comprenne ce problème, est-ce que ce deux poids deux mesures, c'est d'après toi une spécificité française ou on l'observe aussi dans d'autres pays ? Alors nous, on s'est plutôt concentré sur Wikipédia version francophone, donc qui est assez large quand même, c'est déjà 2,6 millions d'articles sur Wikipédia francophone, c'est la troisième Wikipédia la plus consultée et surtout qui détient le plus grand nombre d'articles. Après la première c'est la version anglophone, logiquement, ensuite c'est la version allemande, la version française est donc la troisième. Sur la version, on a moins regardé, pour être honnête, sur la version anglophone. On sait qu'il y a aussi des tentatives d'entrisme et des dérives. Il y a eu beaucoup de cas. On les a moins documentés parce que c'est quand même beaucoup plus dense. Il y a un autre exemple qui est très intéressant, dont on parle dans le livre, qui est un exemple un peu marginal, mais qui est quand même qui est assez alarmant. C'est l'exemple de Wikipédia Croatie. Wikipédia Croatie, c'était de 2011 à 2020, donc c'est une petite antenne de Wikipédia, une petite version entre guillemets qui est moins consultée, mais quand même pendant quasiment 10 ans, donc il y a des contributeurs nationalistes croates qui se sont emparés de Wikipédia Croatie, qui ont fait de l'entrisme à grande échelle, si vous voulez, et qui ont réussi pour le coup à modifier des pages, mais de manière durable, en disant que le massacre de Srebrenica, les auteurs, en relativisant plutôt la responsabilité des auteurs du massacre de Srebrenica,
Srebrenica, en disant que le camp de Jasenovac, c'était un camp de travail alors qu'il y a eu 100 000 victimes, en s'en prenant aux Serbes de Croatie. Enfin, voilà, là, pour le coup, il y avait vraiment de l'entrisme à très grande échelle. Ça a duré pendant longtemps, avant que ce tout petit noyau, c'était une dizaine ou une quinzaine de contributeurs, est fini par être destitué, mais ça a duré longtemps et ça a prouvé que Wikipédia n'était pas totalement imperméable plutôt aux tentatives d'entrisme à grande échelle. Alors pour revenir sur le cas de la France, qu'est-ce qui fait qu'en interne, auprès des contributeurs, la gauche soit traitée de manière plus complaisante ? Je dirais que ça tient non pas forcément à la sociologie des Wikipédiens, des contributeurs, mais en tout cas, il y a un chiffre qu'on donne dans le livre, que je cite souvent, c'est que sur Wikipédia version française, donc il y a 5 millions d'inscrits, donc c'est assez considérable, mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a que 19 000 contributeurs vraiment actifs sur Wikipédia en français, donc ça fait 0,3% d'inscrits, des inscrits plutôt, qui sont vraiment actifs. Et dans ce petit groupuscule, qui est déjà nettement plus restreint, puisque l'ancienne présidente de Wikimedia France, donc l'antenne nationale de Wikimedia, de la fondation Wikimedia, elle considère même que le noyau dur, c'est 100 à 150 contributeurs. C'est pas forcément les contributeurs qui vont faire le plus de modifications, mais c'est eux qui tiennent ce qu'on appelle dans le livre la gouvernance informelle de Wikipédia, donc qui ont une parfaite connaissance des rouages de l'encyclopédie, du fonctionnement de Wikipédia, qui est assez complexe à comprendre, qu'on essaie d'expliquer dans le livre. Et eux, parce qu'ils maîtrisent donc Wikipédia parfaitement, parce qu'ils sont contributeurs, mais aussi parce qu'ils sont administrateurs, bureaucrates, stewards, donc ils ont des responsabilités plus importantes, donc des pouvoirs plus importants pour bloquer un contributeur ou pour ce qu'on appelle réverter, c'est-à-dire annuler une modification. Eux, on s'aperçoit, quand on regarde vraiment dans le détail très précisément, qu'ils penchent nettement à gauche. Il y en a certains qui ne font pas mystère de leur soutien au soulèvement de la Terre, ou qui sont même d'ailleurs militants des soulèvements de la Terre, qui prônent la désobéissance civile, qui sont sans frontiéristes, qui soutiennent le nouveau parti anticapitaliste. Donc on a tout un tas de contributeurs qui effectivement revendiquent ouvertement leur affiliation à l'extrême gauche. Je n'ai jamais vu, pourtant j'ai épluché pas mal de comptes sur Wikipédia version française, j'ai jamais vu un contributeur ne serait-ce qu'assumer un soutien au Parti des Républicains, par exemple, pour donner un exemple de droite, ou même dire je vote Bayrou, j'ai jamais vu ça. Enfin, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme vous dites, effectivement, l'extrême gauche a plutôt bonne presse. D'ailleurs, il y a certains, parce que chaque utilisateur a un petit encart, certains le disent ouvertement, je suis d'extrême gauche. Donc c'est parfaitement assumé. Parce que chaque Wikipédien a sa fiche. Voilà, il peut la documenter ou pas. Mais effectivement, il a son profil où il y a des petits encarts, où on peut voir effectivement quelles sont ses préférences, quels sont ses goûts politiques, et il l'assume parfois ouvertement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, tu expliques que là où on voit vraiment les dissonances politiques, etc., c'est sur les sujets historiques. C'est sur Par exemple, la guerre d'Algérie. Oui, c'est vrai, sur les sujets historiques. Alors, pas sur toutes les fiches, heureusement, parce que ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que sur les sujets qui ont trait à des questions scientifiques, à des sujets biologie, mathématiques, ou même de manière majoritaire sur les sciences humaines, c'est plutôt fiable, Wikipédia. Une fake news, ça reste en moyenne 1 minute et 30 secondes, donc c'est vraiment, c'est quand même une encyclopédie fiable, il faut le dire, hein, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. Effectivement, sur certains sujets, parfois historiques, il peut y avoir des biais. En général, c'est quand même assez vite corrigé, on prend certains exemples, mais globalement, c'est quand même relativement fiable sur ces sujets-là. Mais c'est là où il y a des batailles éditoriales. Ah oui, il y a des batailles éditoriales. Pour le coup, c'est vrai qu'il peut y avoir des vraies guerres d'édition, à tel point que sur certains sujets, des pages peuvent être protégées temporairement. Je pense le cas le plus emblématique, c'est sur le conflit israélo-palestinien. La page a été victime de plusieurs guerres d'édition. Aujourd'hui, si un contributeur qui vient de s'inscrire sur Wikipédia veut ajouter quelque chose à la question du conflit israélo-palestinien, il sera tout de suite identifié, détecté. Il y a très peu de chances que sa contribution reste en ligne. C'est une page qui est très très surveillée. Il y a comme ça plusieurs dizaines de pages sur des sujets très sensibles où c'est quand même extrêmement contrôlé, surveillé. Sur la guerre d'Algérie, effectivement. Mais heureusement, d'une certaine manière, on ne peut pas écrire non plus totalement n'importe quoi, ou alors ce sera très vite supprimé. Mais alors tu dis qu'il y a donc une fake news est débunkée en 1 minute 30. Il n'y a que 19 000 contributeurs en France. Ça veut dire qu'ils font ça à plein temps ? Alors, il y en a certains qui font ça à plein temps, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément faire des ajouts sur Wikipédia, ils vont contrôler, c'est ce qu'on appelle des contributeurs patrouilleurs, dont le but, et ils passent énormément de temps sur l'encyclopédie à vérifier que les informations qui sont mises en ligne chaque jour soient vérifiées ou non. Alors ils sont aidés quand même par des bots, c'est-à-dire donc des robots automatisés, il y en a une centaine, je ne sais plus exactement, qui sont vérifiés sur Wikipédia en français. Donc ces bots vont permettre de vérifier l'information en temps réel. Ils vont même donner un indicateur sur une échelle de 1 à 5 du niveau de vandalisme, ce qu'on appelle donc le vandalisme, c'est-à-dire les petits amuseurs qui effectivement s'amusent à faire des fake news sur Wikipédia, et ils vont donc contrôler l'information de manière automatisée. C'est-à-dire que les fake news les plus grossières vont être très vite effectivement supprimées. En revanche,
quelqu'un qui ferait du vandalisme sournois, insidieux, qui essaierait de donner à une information fausse l'apparence, une certaine vraisemblance, elle peut rester en ligne beaucoup plus longtemps. Et c'est là où il peut y avoir aussi des cas d'entrisme, c'est-à-dire que quand c'est plus insidieux, c'est beaucoup plus difficile, ça ne sera pas repéré par un bot. C'est plus arbitraire peut-être. C'est plus arbitraire, en tout cas voilà, ce sera plus insidieux, ça c'est sûr. Mais les bots constituent une part très importante des modifications de Wikipédia, à hauteur de 25% sur la version française, donc il y a vraiment une automatisation du contrôle, on appelle ça d'ailleurs le système immunitaire de Wikipédia, et heureusement d'ailleurs qu'il y a ces bots pour contrôler l'information, ce qui fait que Wikipédia est fiable. D'ailleurs je crois que le prix Nobel de chimie 96 disait « Dans ma discipline, Wikipédia est plus fiable qu'un manuel scolaire ». Donc pour vous dire que quand même, il y a une fiabilité, il faut le dire. Donc c'est plutôt sur les sujets de société, d'actualité. C'est sur les sujets de société, sur les sujets polémiques, sur les sujets inflammables, un fait divers récent ou sur les sujets régaliens. Là pour le coup, il y a vraiment c'est beaucoup plus instable et il peut y avoir effectivement des biais. Il y a certains faits divers qui de manière assez inexplicable, ne n'ont pas été, il n'y a pas de page qui leur est consacrée. On prend l'exemple dans le livre de cette jeune fille qui a été violée à Courbevoie, c'était en juin dernier, pendant la campagne des élections législatives. Et Jean-Luc Mélenchon avait dit quelques jours plus tôt que l'antisémitisme était résiduel en France. Et cette jeune fille a été violée. Le parquet a retenu le motif antisémite de ce viol. Et bizarrement, sur Wikipédia, ce fait divers n'a pas été recensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de page consacrée à ce fait divers, qui pourtant est un fait divers politique d'une certaine manière, on pourrait dire, à partir du moment où il y a une connotation religieuse, et en plus, en l'occurrence, antisémite. Mais la page a été supprimée parce que y a un contributeur qui a dit que Wikipédia n'était pas Wikinews, donc il n'y avait pas lieu de traiter cette information. Et alors sur les contributeurs, une autre question, t'expliques aussi que c'est assez difficile de le devenir. Parfois il y a un renouvellement où il y a des personnes qui sont âgés ou qui veulent faire autre chose de leur vie, et donc certaines personnes s'en vont, mais d'avoir le statut, c'est pas évident. Ouais, alors le statut s'obtient automatiquement. Dès qu'on s'inscrit, on devient de fait contributeur de Wikipédia. On peut ne pas s'inscrire, auquel cas on contribuera sous une adresse IP, mais quelqu'un qui contribue sous adresse IP sera quand même plus surveillé, parce qu'on peut se demander si c'est pas un faux nez d'un autre compte ou quelles sont ses intentions. Mais à partir du moment où on s'inscrit, on devient contributeur. Ça, il faut le rappeler, c'est que on devient très facilement contributeur de Wikipédia. Mais en revanche, on est effectivement contributeur actif à partir du moment, donc le chiffre que je vous donnais tout à l'heure de 19 000 contributeurs, c'est une modification au cours des 30 derniers jours. Donc ça, c'est vraiment les contributeurs actifs. Si on prend cette fois-ci 5 modifications, on se retrouve à 5-6 000 contributeurs de Wikipédia qui sont véritablement actifs. Donc c'est vraiment, effectivement, le noyau dur est quand même nettement plus restreint. Et effectivement, il y a la question du renouvellement des contributeurs, il y a un noyau dur dont je vous parlais tout à l'heure, mais le corpus de normes est tellement dense sur Wikipédia, enfin il y a vraiment, j'ai pas calculé le nombre de... Alors des principes fondateurs, il y en a que 5, qui sont quand même, qui sont pour le coup inamovibles, et on pourra pas y revenir dessus. En revanche, après il y a des recommandations, il y a des essais, il y a des conseils pour les Wikipédiens, et pour maîtriser véritablement le fonctionnement de Wikipédia, il faut quand même avoir une certaine expérience. Et c'est aussi un des risques qu'on essaie d'identifier dans le livre, c'est qu'en fait Wikipédia est de moins en moins démocratique dans les faits, devient de plus en plus oligarchique dans son fonctionnement, parce que c'est vraiment un noyau dur très restreint qui contrôle Wikipédia. C'est pas un contrôle, mais c'est un contrôle de fait qui est de plus en plus, qui se fait de manière de plus en plus restreinte. Et le risque, c'est que comme on détecte une anomalie statistique de population dans ce noyau dur, qui penche nettement à gauche, on se rend compte que Wikipédia ressemble parfois presque à une bulle de filtre un peu progressiste, en tout cas sur les sujets de société. Ça penche à gauche. C'est pas définitif, c'est des biais conjoncturels, on peut les modifier, mais c'est une tendance qu'on observe aujourd'hui. Et parmi les Wikipédiens, il y a ce qu'on appelle un administrateur. Ouais. L'administrateur est celui qui va acter un consensus, c'est-à-dire qu'il y aura un débat sur un sujet, n'importe lequel, un débat entre les contributeurs. C'est un administrateur qui très certainement a été nommé, tu vas nous expliquer d'ailleurs, qui dit il y a un consensus qui est fait et on va dire c'est ça la vérité. Voilà, donc des administrateurs, il y en a 142 je crois à l'heure où on se parle sur Wikipédia, donc c'est quand même moins nombreux, et eux ils ont des pouvoirs plus élargis, c'est-à-dire ils peuvent effectivement bloquer un utilisateur, un contributeur qui n'aurait pas respecté les règles de Wikipédia, il peut même le bannir, c'est-à-dire que là c'est son adresse IP qui sera concernée, donc il ne pourra même pas créer un nouveau compte avec la même adresse IP, et effectivement ils ont des pouvoirs élargis, mais c'est pas totalement arbitraire non plus. Enfin, il y a un pouvoir discrétionnaire qui est quand même assez important, mais le blocage sur un compte, disons un compte où il y a un compte, donc sur Wikipédia on appelle ça un compte grillé,
ou qui n'aurait pas respecté les règles, si ce compte fait l'objet d'une controverse, il faut qu'il y ait effectivement un vote ou en tout cas un consensus pour aboutir à son blocage. Un vandale qui fait n'importe quoi sur Wikipédia, il sera bloqué en 2 minutes, il n'y aura même pas de vote, la question ne se pose même pas. Mais en revanche, effectivement, c'est l'administrateur qui ensuite acte le résultat de ce consensus. Donc il a des pouvoirs plus élargis. Au-dessus de l'administrateur, il y a encore le bureaucrate qui peut lui destituer un administrateur. Donc vous voyez, il y a une espèce de pyramide comme ça des statuts sur Wikipédia. Moi, je ne critique pas cette hiérarchie. C'est normal qu'à partir du moment où c'est un fonctionnement collaboratif, il faut bien qu'il y ait des règles. Mais là où on est plus critique avec Michel Sandrin, c'est sur la couleur politique de certains de ces administrateurs et sur les intentions aussi idéologiques de certains d'entre eux. Et là aussi, c'est affiché autant que les contributeurs ? Ça dépend. Parfois, c'est pas affiché clairement. Alors, un exemple qu'on ne prend pas dans le livre, mais qu'on a repéré assez récemment, c'est un administrateur donc, de Wikipédia. Je ne vais pas citer son nom parce que je vais être accusé de faire du doxing, mais en tout cas, encore que de toute façon, c'est des pseudonymes, parce que le régime sur Wikipédia, c'est pas l'anonymat, c'est le pseudonymat. C'est-à-dire qu'un contributeur qui violerait, qui ferait une infraction pourrait être retrouvé grâce à son adresse IP. Enfin, tout ça pour dire que cet administrateur en question, il cumule différents pouvoirs. Il est administrateur, bureaucrate, administrateur d'interface, donc il a des pouvoirs élargis, il est très actif et il fait un peu la pluie et le beau temps sur Wikipédia, et c'est lui qui peut décider d'un blocage de manière un peu parfois unilatérale, sans forcément consulter tel ou tel contributeur. Donc il y en a certains, qui aujourd'hui il y a un petit groupuscule qui fait quand même un peu la pluie et le beau temps sur Wikipédia. Et alors ce culte du consensus, parce que ça intervient régulièrement dans le livre, ce que recherchent les contributeurs et donc l'administrateur, est-ce que cette valeur du consensus, c'est un peu une porte ouverte au politiquement correct ? Ça oblige en tout cas effectivement les contributeurs à trouver un point d'équilibre sur un sujet. D'ailleurs, c'est pas forcément que sur les cas de blocage. Il y a un cas qui est très stratégique sur Wikipédia, c'est la question de l'admissibilité d'une page. Qu'est-ce qui fait qu'une page est admissible à paraître et être publiée sur Wikipédia? Donc ça touche plein de sujets, les faits divers dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je pense que effectivement c'est un des enjeux sur Wikipédia, c'est la fabrique du consensus. C'est quelque chose d'assez flou, assez peu défini. En l'état actuel, je n'aurais pas tendance à critiquer le consensus sur Wikipédia, il faut bien qu'il y en ait un, mais il faut voir aussi comment il peut être parfois utilisé, manipulé, mais en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui à cette recherche de consensus sur Wikipédia. Une autre chose qui est décrite dans le livre, c'est que le fait que Wikipédia n'appartienne à personne. Alors il y a, si je paraphrase, il y a une fondation qui s'appelle Wikimedia Foundation, qui en gros structure tous les organismes qui est l'hébergeur historique en fait de Wikipédia, toutes versions confondues, et il y a parfois un peu des confusions qui sont faites. On dit que Wikimedia possède Wikipédia, c'est pas vrai, c'est l'hébergeur. D'ailleurs, la fondation Wikimedia aux États-Unis, donc c'est une association qui est régie par les règles de Floride aux États-Unis, et qui a été fondée 2 ans après Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia version anglophone est fondée en janvier 2001, la Wikimedia Foundation arrive 2 ans après en 2003. Donc c'est un peu la maison mère, c'est un terme un peu fourre-tout, mais en tout cas c'est l'hébergeur historique du site. Et en fait la Wikimedia Foundation, la fondation Wikimedia, gère la bande passante du site, elle paye les serveurs, elle gère le logiciel MediaWiki, et c'est grâce à elle effectivement que Wikipédia fonctionne toutes versions confondues. Mais Wikipédia pourrait survivre, pourrait tout à fait survivre à la fin de Wikimedia Foundation. C'est-à-dire que ce qui fait la force de Wikipédia, c'est sa communauté. Quelle que soit la version de Wikipédia, anglaise, britannique, allemande, française, groenlandaise, parce qu'il y a aussi une version en groenlandais ou tout ce que vous voulez, c'est sa communauté qui fait sa force, et elle pourrait très bien survivre à la fin de la fondation. Mais pour revenir à votre question, effectivement, qui possède Wikipédia? Personne, si ce n'est sa communauté. Et la question de l'argent, si peut-être que tu voulais en parler. Oui, est-ce que c'est un problème qu'il n'y ait pas d'actionnaires et donc peut-être pas de politique et que ça dépende de la communauté? Ouais, je pense que c'est ce qui fait la force de Wikipédia, c'est le fait que ça dépend de personne et que ça n'appartient à personne. C'est-à-dire que même le fondateur, les 2 fondateurs, il y en a un qui est parti, Larry Sanger, mais Jimmy Wales a toujours des responsabilités, mais en tout cas, il n'est plus à la tête de la fondation Wikimedia. Le fait que personne ne possède Wikipédia ou Wikimedia, c'est ce qui fait c'est ce qui fait l'indépendance de Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia, ça reste un outil collaboratif, gratuit, où n'importe qui peut contribuer à partir du moment où il accepte le principe du bénévolat. Mais je pense que ça pose pas de problème. Après, la fondation Wikimedia, elle a de l'argent. Son budget pour 2024-2025, j'ai regardé récemment, c'est 191 millions de dollars. Donc c'est exponentiel, parce qu'encore en 2019, on était à 91 millions de dollars. Donc il y a beaucoup d'argent. Cet argent, on se demande parfois où il est fléché. C'est pas tout à fait transparent, parce que c'est de l'argent qui vient du mécénat privé.
c'est de l'argent qui vient des dons, des campagnes de dons des particuliers, parce qu'il y a des appels aux dons très régulièrement sur Wikipédia, et cet argent il est acheminé vers la fondation Wikimedia qui ensuite les distribue à chaque chapitre national. Et il y a de l'argent pour Wikimedia France, l'antenne française, qui vient de l'État, c'est-à-dire l'État français subventionne à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros l'antenne française de Wikipédia. Et ensuite, là où c'est assez obscur, et c'est une des critiques aussi qu'on fait, c'est que cet argent, donc de la fondation, de Wikimedia France, n'est recensé nulle part. N'est recensé nulle part, et ensuite on sait quand même qu'il est donné, qu'il est distribué à des associations. On parle notamment d'une association dans le livre qui s'appelle les 100 pages, et là on se rend compte qu'il y a les fléchages un peu obscurs parfois à ce niveau-là. Alors je rebondis juste sur Larry Sanger, parce que donc toi tu t'expliques que lui il reconnaît plus Wikipédia, il reconnaît plus sa plateforme. Il dit en fait voilà maintenant, et d'ailleurs c'est assez vrai aussi, alors je ne vais pas cautionner tout ce que dit Larry Sanger parce qu'il a certains propos qui sont vraiment très polémiques, mais en tout cas il dit qu'aux États-Unis, dans la version anglophone, aujourd'hui, si une polémique, il cite cet exemple-là, s'il y a une polémique sur Fox News, elle ne sera pas répercutée sur Wikipédia parce que Fox News n'est pas considérée comme une source fiable sur Wikipédia. Mais si j'ai bien compris, il dit aussi que, à moins qu'une info soit traitée par un journal de centre-gauche, ça apparaîtra pas sur Wikipédia. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Ouais, exactement. Ouais, donc, et il considère que c'est un problème parce qu'aujourd'hui, on a une vision très progressiste et un peu hémiplégique sur Wikipédia. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la question des sources de presse. Il existe en France, dans la version française, un outil qui s'appelle l'Observatoire des sources, donc qui recense toutes les sources de presse et qui dit qu'en fait, c'est intéressant de regarder dans le détail, que en gros, pour la faire courte, que toutes les sources qui sont à droite du Figaro sont des sources d'extrême droite, donc ça vaut pour Valeurs Actuelles, ça vaut pour le Journal du Dimanche, ça vaut pour Causeur, ça vaut pour ce genre de médias. Ils sont d'ailleurs, Valeurs Actuelles et JDD sont d'ailleurs classés dans la même catégorie que, je crois, que Fait et Documents, que Rivarol, enfin vraiment, donc il y a une confusion totale au niveau idéologique sur l'Observatoire des sources. C'est un outil qui ne se veut pas prescriptif, mais qui dans les faits a une certaine influence, et il y a je pense, un problème de logiciel vraiment dans cet observatoire des sources, et il considère qu'en revanche les sources de gauche ou d'extrême gauche, de gauche radicale, je pense à Arrêt sur Image, à Politis, à Street Press, Blast, eux il n'y a pas de problème, c'est considéré comme fiable. Parfois on précise même pas, il n'est même pas précisé leur orientation politique et éditoriale, ce qui pose un problème en termes d'honnêteté et de sincérité de l'information. Et on prend un autre exemple dans le livre, c'est celui de Reporter, qui est un site écologiste très très à gauche, activiste, militant, et Reporter a propagé des fake news, notamment en 2018 au moment des blocages de l'université. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient dit qu'un étudiant avait été gravement blessé à Tolbiac, ce qui était faux. Ils donnent des tribunes à Thierry Messant, qui est un complotiste antisémite qui remet en cause la version du 11 septembre 2001. Ils donnent des tribunes à l'anthroposophie, qui est considérée comme une dérive sectaire par la Miviludes. Donc c'est un média dont on peut quand même douter des méthodes journalistiques, mais qui est considéré comme un site journalistique fiable et sérieux sur l'Observatoire des sources. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures. Dès qu'il est question d'orientation de couleur politique, on voit qu'encore une fois, la gauche et l'extrême gauche a vraiment bonne presse. Et j'ajoute d'ailleurs que, pour terminer sur l'Observatoire des sources, l'administrateur dont je vous parlais tout à l'heure est une des chevilles ouvrières de cet Observatoire des sources. C'est lui-même qui est un des principaux artisans de cet observatoire des sources, et il fait des colloques avec Mediapart. Donc j'ai aucun problème avec le fait qu'un contributeur de Wikipédia fasse des colloques avec des Mediapart s'il le veut. Bon, déjà il faudrait peut-être un peu de transparence pour commencer, mais ensuite il se fait arbitre des élégances en disant telle source est trop à droite, celle-ci est à gauche mais ça pose pas de problème. Il y a un problème vraiment en termes de transparence, et effectivement, et ça pose un problème. La conséquence de ça, c'est qu'encore une fois, dès qu'une personnalité est jugée trop à droite, elle sera extrêmement critiquée, ou en tout cas, il n'y aura aucune précaution sémantique. En revanche, quand elle est à gauche, là pour le coup, Salomé Saké, journaliste engagé à gauche. Bien sûr, ouais. On ne rentre pas dans le détail. Il y a autre chose qui est très critiqué sur Wikipédia, c'est de critiquer Wikipédia. Ah oui, c'est mal vu. Comment va être perçu ton livre ? Comment est-il perçu ? On est déjà assez critiqué. Le livre est sorti assez récemment, il y a une quinzaine de jours. Il a fait déjà un peu polémique sur Wikipédia, parce que sur Wikipédia, vous avez donc les articles, ce qui est la devanture, parce que tout le monde a déjà consulté une page Wikipédia. Mais en revanche, on regarde moins souvent les pages de discussion. Et c'est là où c'est intéressant de regarder ce qui se dit sur Wikipédia. Est-ce qu'une page doit être admise sur Wikipédia ? Est-ce qu'il faut bloquer tel ou tel utilisateur ? Et il y a un forum de discussion qui s'appelle le Bistro, qui est très fréquenté. C'est le forum le plus discuté sur Wikipédia en français. Et là, effectivement, le livre est assez critiqué.
je sais, enfin voilà, globalement, il y a des critiques qui sont faites au livre, qui sont faites à moi personnellement, à mon co-auteur, mais on s'aperçoit, c'est ce qui illustre aussi ce qu'on essaie un peu de montrer dans le livre, c'est que dès qu'on critique Wikipédia, c'est une vexation qui est très mal perçue par les contributeurs de Wikipédia, parce qu'il y a encore ce côté très entre-soi communautaire, une appartenance identitaire très forte. Je porte pas de critique à ça, hein. Encore une fois, il y a des gens qui consacrent des heures et des heures à Wikipédia, et c'est tout à leur honneur. Et ils ont du mérite parce qu'encore une fois, ils font de Wikipédia quelque chose globalement de fiable, qui reste un outil vraiment formidable. Hein. Moi, je ne partage pas du tout les critiques qui disent que Wikipédia, il faut s'en méfier, c'est pas fiable, qu'il vaut mieux utiliser ChatGPT ou je sais pas quoi. Non, Wikipédia est globalement un très bel outil, une utopie concrète, un miracle de la connaissance. Il se trouve qu'il y a quand même des biais, en tout cas sur la version française, qu'on essaie d'identifier. On peut critiquer le livre, hein, et j'ai aucun problème avec ça, le fait qu'on critique le livre et qu'on critique certaines de nos conclusions. Mais on se rend compte qu'on est attaqué sur des trucs qui sont parfois un petit peu secondaires, c'est un peu dommage, mais bon, après c'est le jeu aussi, et on essaie en tout cas de créer un petit peu la discussion sur Wikipédia en français. Mais alors justement, question de fin, qui sera peut-être une ouverture, l'arrivée de ChatGPT, des intelligences artificielles, est-ce que ça peut freiner, parce qu'on rappelle que Wikipédia est extrêmement suivi en France, je crois que tu disais que c'était le 7e... C'est le 7e site le plus visité, ouais. C'est ça. Et entre 25 et 30 millions de visiteurs uniques chaque mois sur Wikipédia, donc c'est considérable. Considérable. Est-ce que l'arrivée des intelligences artificielles peut freiner ça ? Alors, sans doute qu'effectivement, il y a pas mal aujourd'hui, même de n'importe qui, a plutôt le réflexe de consulter ChatGPT ou un autre moteur d'intelligence artificielle, ou même, d'ailleurs, Google a toujours fait concurrence à Wikipédia. Je pense quand même qu'à l'heure actuelle, Wikipédia est quand même plus fiable, parce qu'encore une fois, c'est un fonctionnement collaboratif, il y a un contrôle qui se fait a posteriori, ce qui est un peu contre-intuitif, mais qui fonctionne très bien dans les faits. Donc Wikipédia est plus fiable. Effectivement, il y a un enjeu à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, les informations qui sont contenues sur Wikipédia sont répercutées à la fois par Google, mais aussi par tous les moteurs d'intelligence artificielle, donc par tous les agents d'intelligence artificielle. Donc il y a un enjeu en termes d'information. C'est pour ça que c'est quand même très important. Et aujourd'hui, Wikipédia est quand même dans une situation de monopole dans l'accès au savoir généraliste, à un savoir fiable. Donc ce qui fait que Wikipédia a aussi une responsabilité en termes de sincérité de l'information. Et il faut quand même faire attention à ce qui se dit sur Wikipédia, avoir connaissance de certains biais. Je pense qu'on peut les corriger, je pense qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de fichu. Mais effectivement, ça sera certainement des enjeux à l'avenir, l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Parfait.